J'imagine que ça ne vous convient pas. Est-ce que vous allez demander plus de contrôle sur ces aides versées et avec quels moyens surtout? Comment mieux contrôler? Alors déjà, oui, ça ne me convient pas. C'est malheureusement pas une surprise puisque Benjamin Lucas, député du groupe écologiste et social, mène une commission d'enquête sur la responsabilité du gouvernement dans les plans de licenciement. Il a eu les mêmes témoignages, c'est-à-dire que côté Assemblée nationale, du côté du Sénat. voilà, et côté Sénat, on a les mêmes témoignages, c'est-à-dire une incapacité à contrôler les aides versées aux entreprises, alors que c'est un budget qui a très fortement augmenté ces dernières années. Donc quand on cherche des économies, c'est quand même bien de savoir où on dépense. Mais une fois ce constat fait, Cyrielle Châtelain, qu'est-ce que vous pouvez proposer en tant que politique? Parce qu'on vient d'entendre par exemple Michel Barnier qui s'était saisi d'un dossier Michelin en disant « je veux savoir où sont passées les aides » et on lui répond « on n'a pas les moyens ». En fait, l'État n'a pas les moyens d'aller enquêter. Qu'est-ce que vous pouvez changer? La première chose, c'est simplifier. On parle beaucoup de simplification, mais aujourd'hui, en fait, dans les aides, il y a les aides directes qu'on devrait pouvoir contrôler, même peut-être avec des modalités un peu comme aux États-Unis. On verse, puis on contrôle après avec des sanctions assez fortes si c'est pas respecté. Et la deuxième chose, c'est simplifier les niches fiscales. En fait, dans ces aides versées, il y a beaucoup, en fait, finalement, d'aides comme le crédit impôt recherche, en fait, qui sont des niches fiscales. Et pour certaines d'entre elles, je pense qu'elles ne devraient plus exister. Donc aussi, si on a quelque chose de plus simple, ça sera aussi plus simple à clair, contrôler. vous ne demandez pas la suppression de toutes les aides aux entreprises, vous demandez qu'elles soient évaluées et que ne soient supprimées que celles qui ne vont pas dans l'intérêt général. Oui. Qui ne permettent pas de la création d'emplois ou de la... Alors pour nous, il y a deux choses. Sur Création d'emplois. Sur le principe, aider les entreprises, ça ne vous paraît pas aberrant? Non, puis ça dépend quelle entreprise. Nous, on a 3 sujets. 1, la création d'emplois. 2, l'aide des TPE, PME. Parce qu'aujourd'hui, ça va plus aux très grandes entreprises, aux petites et moyennes. Donc, réorienter. Et troisièmement, aider à la transition énergétique. Okay. On va passer à la polémique du jour. Cyrielle Châtelain, faut-il donner plus de pouvoir à la police municipale comme le propose le gouvernement ou à l'inverse désarmer la police municipale comme le propose votre homologue, présidente du groupe Insoumis Mathilde Panot? Une police municipale, dit-elle, n'a pas besoin d'être armée. Une police de proximité, ça a existé, ça fonctionnait extrêmement bien et nous regrettons qu'elle ait été démantelée. Et à la question très claire, faut-il désarmer la police municipale? Elle a répondu oui. Elle a même répondu plusieurs fois oui. Est-ce qu'elle a raison? Alors, est-ce qu'elle a raison de dire que ce n'est pas aux policiers municipaux de faire le travail de la police nationale? Oui. C'est ce que disent tous les maires écologistes. On ne peut pas avoir un État qui se décharge de ses responsabilités régaliennes sur les maires. Ça, c'est la première chose. Après, sur l'armement en tant que tel, dit il faut désarmer les polices municipales. Quand nous gagnerons des villes, nous les désarmerons. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Et sur le désarmement en tant que tel, moi, je vais être dans la philosophie écologiste qui est de faire confiance aux maires. C'est-à-dire, je pense que c'est à chacun des maires de prendre la décision. Et il y a plusieurs villes. Il y a des villes qui ont déjà été armées et c'est aux maires de choisir s'ils désarment ou non. Il y a des villes où il n'y a pas encore d'armes. C'est à eux et au conseil municipal de choisir. Piolle, il ne veut pas armer, c'est très bien. Pierre Hermite, il veut armer, c'est très bien. C'est Royal Aubin. Mais en fait, on a des villes différentes. Non, mais je ne vais pas vous apprendre que les réalités locales peuvent être très différentes, que le dispositif de sécurité peut être différent. Et moi, ce que j'entends principalement quand j'échange avec des responsables de la police ou la préfecture, par exemple, pour revenir d'un territoire où la question du deal est un sujet important de l'Isère, c'est par exemple le manque d'enquêteurs. Aucun ne me dit j'ai besoin de policiers municipaux pour aller démanteler des réseaux de narcotrafic. Non, parce que pour démanteler... Karim Ouamran, maire de... Il n'est pas écolo, il est socialiste, nous a dit très exactement l'inverse il y a une demi-heure. Il avait besoin de policiers municipaux. Aujourd'hui, quand je discute avec les policiers, la question de démanteler les réseaux de narcotrafic, on a besoin d'enquêteurs, on a besoin de suivi pour savoir où va l'argent. Donc on a besoin de moyens de police nationale de manière importante pour que justement la police municipale puisse faire aussi son travail. C'est-à-dire que c'est aussi un travail important de sécuriser, de faire du contrôle en termes de stationnement, d'aller sécuriser autour des écoles. Et je trouve que c'est extrêmement problématique d'avoir là, vous ne répondez pas totalement à notre question, parce qu'aujourd'hui, personne ne dit il faut moins de moyens pour la police nationale. La question, c'est quels moyens pour la police municipale? Et quand vous dites ça dépend de la réalité des territoires, à Grenoble, il y a des gros problèmes d'insécurité. La police municipale n'est pas armée. À Bordeaux, elle l'est. Donc c'est plutôt qu'au sein de votre parti politique, il y a des lignes politiques qui ne sont pas les mêmes. Avant de me répondre, je vous propose justement
qu'on regarde plus précisément la situation qu'il y a à Bordeaux, avec donc un maire écologiste, Pierre Urmic. Il y avait un sujet qui avait été fait en novembre dernier, parce que justement, il a décidé à ce moment-là de changer sa politique pour sa police municipale. On regarde ce sujet à Bordeaux. À la ceinture de ces policiers municipaux bordelais, un taser, une matraque, mais aucune arme à feu. Plus pour longtemps, le maire de Bordeaux vient de l'annoncer, une 50aine d'agents en seront bientôt équipés. Jusque-là, il y était opposé et a dû changer d'avis. Il faut que la police municipale à Bordeaux s'adapte le plus possible au nouveau contexte qui nous est, hélas, imposé par une aggravation d'un certain nombre d'actes de délinquance de plus en plus violents. Je vous montre cet extrait de sujet avec Pierre Urmic, parce que c'est intéressant. Pierre Urmic, il a changé de position. Quand il a été élu, il a dit « philosophiquement, je suis opposé ». Et puis finalement, face à la réalité du terrain, il a bougé. Moi, je trouve que ça démontre la capacité de pragmatisme des écologistes et leur capacité à se remettre en question. Et encore une fois, moi, ma position, c'est de faire confiance aux maires qui connaissent leur territoire et qui prennent leurs décisions. Mais parce que si vous notez ce qu'il a dit à Bordeaux. Et je pense que cet élément-là de contexte... Jamais on les désarme tous, elle a tort. Non, mais en tout cas, moi, je vous dis qu'en tant qu'écologiste, c'est mon soutien et ma confiance aux maires qui connaissent leur territoire. Et la deuxième chose, c'est quand même qu'il y a quelque chose de commun à tous les maires. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a un État qui est en train de se décharger sur la police municipale, de leur faire des missions qui ne sont pas les leurs. Non, mais on peut dire comme ça. Non, c'est pas très bien, en fait. Parce que c'est pas très bien qu'on a aujourd'hui dans des quartiers des gens qui n'arrivent plus à sortir parce qu'on a des narcotrafiquants qui ont pris un espace énormément important. Ça crée une immense politique à gauche. Olivier Faure a dit, c'est dingue de dire ça, il est hors de question de faire alliance avec des candidats écologistes qui proposeraient le désarmement des maires, voire qui proposeraient la fin de la vidéosurveillance. Donc cette différence d'appréciation, si vous êtes tous d'accord sur le manque de moyens de la police nationale, c'est vrai, je vous l'accorde, mais la différence d'appréciation du rôle des polices nationales crée municipale crée un immense débat à gauche. C'est pour ça que les alliances municipales se font notamment dans un contexte municipal, parce que chaque réalité territoriale n'est pas la même, le contexte dans lequel un maire agit n'est pas le même, et on peut avoir des propositions de sécurité, des cadres de coopération qui sont différentes. Donc vous pourriez soutenir des candidats pour l'armement des polices municipales, comme vous pourriez soutenir des candidats qui sont très contre. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que je vais soutenir tous les candidats écologistes. Pourquoi ? Déjà, la première chose, parce qu'ils vont faire leur travail de maire. Mais parce qu'ils vont, faire leur travail de maire. Ma réponse est simple. Je soutiendrai tous les candidats écologistes parce que le premier travail d'un maire, c'est notamment l'aménagement de son territoire. Que deuxièmement, tous les maires écologistes, quelle que soit leur position sur l'armement, ils s'inquiètent de la sécurité de leurs concitoyens et des habitants et déploient des dispositifs de sécurité et de coopération. Et d'ailleurs, je vais par exemple souligner le bilan de la ville de Lyon, où la ville de Lyon, on a une délinquance qui en recule pour la deuxième année consécutive en 2024, où on a des baisses de cambriolage. Donc en fait, on a des élus écologistes qui s'occupent de la question de la délinquance et qui s'en occupent différemment. Moi, je comprends quand Éric Piolle me dit c'est pas le rôle des policiers municipaux d'aller faire face à des narcotrafiquants de plus en plus violents. Il faut avoir du soutien de la police nationale. Il n'est pas sur votre position de chacun peut faire ce qu'il veut en fonction de son territoire. Je le cite. Lui, il dit on gigote pour donner l'impression qu'on ne lâche pas l'affaire. Il faut résister au tourbillon médiatique. Et il appelle les gens de son parti et de sa famille politique justement à résister à ces accusations de manque de sérieux et de ne pas suivre les recommandations plus sécuritaires de son point de vue de la droite. Donc lui, il a une vision très politique que vous n'assumez pas aujourd'hui. Non, mais moi, ce que je vous assume de dire, c'est que oui, ça fonctionne. Qu'à Lyon, on a une baisse de la délinquance. Qu'à Grenoble, on a un maire qui, même s'il n'a pas armé sa police municipale. Mais à Lyon, il y a de la vidéosurveillance. Et à Grenoble aussi, il y a de la vidéosurveillance. À Grenoble aussi, il y a de la vidéosurveillance. Mais Mathilde Panot, elle dit il faut supprimer la vidéosurveillance. Ça, vous en pensez quoi ? Olivier Faure disait la vidéosurveillance, c'est ce qui a permis de confondre le policier qui a tué ça permet aussi de Après, on va aller sur les sujets de justice, justement, parce qu'il faut de la vidéosurveillance et il faut de la justice. D'accord. Première chose. Quand Olivier Faure dit la vidéosurveillance, ça a permis de confondre le policier qui a tiré sur Naël.
Oui, justement, j'aurais aimé que ça aille jusqu'au bout et que le policier ne soit pas réintégré. On a un problème de justice. C'est bon qu'on voit bien que la vidéosurveillance... Ça n'a strictement rien à voir. Oui, non, mais sur la vidéosurveillance, moi, je vais vous répondre. Je pense qu'il faut quelque chose de pragmatique. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui là où ça peut fonctionner et là où ça ne fonctionne pas. Notamment, ça peut être utilisé dans des agglomérations pour faire du suivi quand on a des personnes qui se déplacent et ça permet dans les différentes communes de pouvoir rattraper la personne. Par contre, on a une position, c'est très clair, c'est qu'une caméra de surveillance, ça n'a jamais empêché un crime. En tout cas, physiquement, c'est un problème, il faut mieux des agents. Et que comme ça coûte cher... Sur le policier qui a tiré sur Naël, ça a permis de le confondre. Oui, mais moi, j'aurais préféré qu'on ait une doctrine extrêmement différente qui fait ce que le policier ne tire pas sur Naël. Parce qu'en fait, on a une famille éplorée. Non, mais c'est là la différence. Est-ce qu'on veut juste élucider... Personne ne vous dira Oui, mais la question qu'on a sur la sécurité, et là, je rejoins Éric Piolle, c'est qu'on n'a jamais le débat sur comment on évite, comment on a une politique de sécurité en termes publics. Oui, mais quand on met de l'argent que sur les caméras et qu'on ne met pas d'argent sur de la police nationale de proximité, si c'est un problème. Quand on demande aux policiers de n'être que sur du chiffre et pas de faire des enquêtes de long terme, quand on a moins de moyens en termes d'enquêteurs, si ça a vraiment un impact fort en termes de prévenir et d'empêcher des actes violents. Moi, je ne veux pas seulement réparer. Je veux empêcher les actes violents. Et pour ça, on a moins de moyens humains. Permettez-moi de vous dire que vous n'avez pas l'exclusivité. Je ne pense pas qu'il y ait un seul des 577 députés de l'Assemblée qui ne veut pas empêcher les actes violents. Non, mais moi, je fais le bilan des 30 dernières années. Non, mais moi, je fais le bilan des 30 dernières années. Ça fait 30 ans que les LR, ils sont en train de faire je sais pas, du show, de nous dire à chaque fois plus de caméras, etc., plus de chiffres. Eh bien, ça marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait... Non, on a un débat. Non. À l'intérieur de la gauche. Non, on a aussi... En fait, justement, arrêtons les débats à l'intérieur de la gauche. Il y a des choses sur lesquelles on est d'accord. Police de proximité nationale, nous sommes d'accord. Plus de moyens d'enquêteurs, nous sommes d'accord. Et les débats qu'on a avec les LR, c'est un débat, et pas qu'avec les LR, aussi avec les macronistes, c'est important. C'est-à-dire que eux, c'est des opérations coup de poing, du chiffre et de la vidéosurveillance. Nous, on dit ces opérations comme ça ne suffit pas. Il faut de l'enquête, des moyens pour mener ces enquêtes au niveau de la police et de la gendarmerie. C'est deux philosophies différentes. Alors, quelles que soient vos dénégations, c'est vrai que nous, on s'est demandé du coup, avec ces différents à gauche, si l'union était possible. L'union de la gauche en général, vous, votre parti, s'y emploie. La semaine dernière, vous étiez tous réunis autour de Lucie Castel, ancienne candidate à Matignon du nouveau Front Populaire. Il y avait plusieurs partis de gauche, le Parti Socialiste, les écologistes, le parti de François Ruffin, Debout, ainsi que celui des anciens Insoumis qui s'appelle l'Après. Et vous avez fait le serment de Bagneux d'avoir un candidat commun pour 2027. On écoute Lucie Castel. Nous voulons ce jour, avec tous les partenaires ici présents, renouer avec l'espoir et engager une dynamique populaire qui fera gagner la gauche et les écologistes en 2027. Cette dynamique populaire, c'est Front Populaire 2027. D'une part, nous avons acté le fait que nous avons besoin et que nous aurons une candidature commune à l'élection présidentielle de 2027. Alors, Célia Châtelain, une candidature commune, mais avec deux grands absents. Sur la photo, il n'y a ni Jean-Luc Mélenchon ni Raphaël Glucksmann, qui sont pour autant aujourd'hui les deux hommes forts de la gauche. C'est en tout cas ce qui ressort des sondages pour la présidentielle en 2027. À quoi bon un appel à l'union sans eux ? Mais parce que je pense qu'il faut des gens qui commencent la dynamique de l'union. Ce qui s'est passé le 2 juillet, c'est que nous avons posé les bases d'un processus de désignation commune qui passe à la fois par un travail programmatique via des conventions, 6 conventions thématiques et une plateforme programmatique, et un travail de processus de désignation. Qui sera 6 personnes... processus de désignation. Alors, le processus de désignation, globalement, sera entre juin et octobre 2026. Non, mais ça sera une primaire ? Alors... On va définir. Moi, je suis favorable à la primaire. Je pense que c'est la meilleure manière. Ce que nous nous sommes dit, par contre, c'est qu'en décembre 2025, au plus tard, nous aurons un processus arrêté commun avec tous les partis qui étaient présents, mais j'espère au-delà. Parce qu'effectivement, l'objectif, c'est d'enclencher la démarche. Dans 6 mois, vous avez pas un candidat, personne ne vous avez l'enclenche, la méthode pour le désigner. C'est ça, c'est-à-dire que là, on s'est vu le 2 juillet. En septembre, on fait notre première convention thématique. En décembre, on a notre processus de désignation. Et en milieu 2026, on a notre candidat ou notre candidate. Si vous désignez un candidat et que Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, qui ne veulent pas de primaire, sont candidats quand même, qu'est-ce que vous aurez gagné ? Alors, je pense déjà que cette démarche, elle va s'agrandir. Moi, j'en suis assez convaincue. La première chose... Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je l'espère. Oui, j'espère qu'il y aura, y compris des insoumis... Si vous voulez qu'on fasse un pari. OK. Raphaël Glucksmann,
c'est pas totalement perdu, mais que Jean-Luc Mélenchon participe à une primaire, vous y croyez réellement ? Alors, je dirais que les données sont pas en ma faveur, mais que je suis assez déterminée à réussir à le convaincre. Mais Cyrielle Châtelain, au-delà de la blague, il y a déjà comment a réagi Jean-Luc Mélenchon sur son blog. Oui, il a dit « Cela n'intéresse personne ». C'est pas nouveau. Ça n'a surpris personne. Voilà, ça n'a surpris personne. Mais en revanche, je trouve qu'il soulève une question intéressante. Il a également dit « Quand bien même LFI accepterait la candidature commune, l'ensemble des participants accepteraient-ils de soutenir le candidat insoumis s'il remportait la désignation ?» Est-ce que cette recherche de candidature unitaire, c'est tout sauf les insoumis ? Non. Cette dynamique... Vous n'êtes pas tous sur cette ligne au sein de cette alliance. Je vous dis, aujourd'hui, vous me posez la question. Pour moi, cette dynamique, elle vise à une chose, c'est d'avoir un candidat commun de la gauche et des écologistes à la présidentielle, de toute la gauche et des écologistes, pour une seule raison. C'est qu'on ne peut pas, chacun individuellement, expliquer qu'on est à un tournant historique, qu'on fait face à une démarche obscurantiste d'extrême droite et que de l'autre côté, on y va diviser. Moi, je refuse 2022. Vous, quel que soit, si vous gagnez votre pari et qu'ils participent tous à la primaire, quel que soit le vainqueur, vous le soutiendriez. Si Raphaël Glucksmann gagne la primaire, vous le soutiendriez. Si Jean-Luc Mélenchon gagne la primaire, vous le soutiendriez. Moi, toutes les personnes. C'est pour ça qu'on a un processus de désignation et un processus programmatique. Oui. Moi, je soutiendrai le ou la gagnante de la démarche. Oui. Et juste, je veux le dire très clairement, c'est-à-dire que ce processus de désignation, c'est aussi un processus de construction programmatique qui permet justement de pouvoir soutenir le ou la candidate, puisque nous avons un socle programmatique commun. Il nous reste quelques minutes pour parler d'écologie. Il faut parler d'écologie, c'est important. On va parler de backlash écolo, Camille. La division, ce n'est pas seulement dans votre camp, Cyrielle Châtelain. On a vu au gouvernement une passe d'armes violente ces derniers jours suite à la tribune de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Cette tribune titrait ainsi « Rebâtir un parc nucléaire et stopper le financement des renouvelables ». Notre plan pour l'énergie, Agnès Pannier-Runacher, lui a répondu très sèchement. On l'écoute. C'est dramatique. Prononcé par le c'est irresponsable. C'est du populisme le plus, je dirais, basique. C'est-à-dire que, au fond, peu importe l'intérêt des Français, pourvu qu'on aille récupérer des voix à droite et au-delà. Et c'est irresponsable quand on prétend être un homme d'État. Pour vous, est-ce que Bruno Retailleau doit rester au gouvernement compte tenu de cette dissonance ? Moi, je suis membre du gouvernement, je ne suis pas Premier ministre. Mais ce que je dis, c'est que c'est une opposition. C'est une position qui est totalement contraire à celle portée par le gouvernement. Finalement, autour d'Emmanuel Macron, on est plus écolo que ce que vous pensiez ? Non. Parce que, alors, première chose... Elle est quand même très claire, Agnès Pannier-Runacher, sur la défense du mix énergétique, des énergies renouvelables, durables. Elle est très claire, mais elle n'a aucun pouvoir. On va se le dire clairement. On ne l'a pas vu lors de la loi simplification. Malgré le fait qu'elle soit très claire, c'est un groupe qui soutient le gouvernement, les Républicains, qui fait passer un moratoire sur les énergies renouvelables. Donc, elle me semble extrêmement isolée. Si il y a eu des lois détricotées, c'est qu'elles ont été tricotées par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors, c'était tout à fait. Mais là, on est vraiment dans un moment de recul. C'est-à-dire, le peu qui avait été accepté est en train d'être défait. Effectivement, avec la division du bloc gouvernemental. Et surtout, on est dans un moment où les limites sont en train d'être testées. On fait face à une offensive, c'est-à-dire à des hommes politiques qui ne croient plus en la science, qui dénoncent les faits scientifiques. On a face à nous, par exemple, des députés RN qui expliquent que le réchauffement climatique n'est pas lié à l'activité humaine. Et face à ça, on a un bloc gouvernemental qui se délite, qui est en incapacité de défendre les faits scientifiques et les avancées face au réchauffement climatique, comme l'accélération des énergies renouvelables. Mais Cyrielle Châtelain, sur les reculs qu'il y a eu dernièrement à l'Assemblée nationale, est-ce que certains vous ont aussi questionné sur votre stratégie? Je vais faire plus clair, c'est-à-dire qu'il y a eu notamment l'abandon des ZFE, des zones à faible émission, accusées de ségrégation sociale dans les villes, parce que c'est les personnes qui ont peu de moyens, qui ont souvent aussi les voitures les plus polluantes. Est-ce que vous entendez une partie de ces critiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez pensé à faire une écologie populaire et que c'est là où l'opposition a pu aller pour pouvoir s'opposer à certaines réformes? Vous l'avez dit, ces mesures-là ont été prises par Emmanuel Macron. Ça vous étonne qu'Emmanuel Macron n'ait pas pensé aux classes populaires? Mais donc les ZFE, ça n'allait pas? Parce que les ZFE, ça nous la question, c'est qu'ils ont laissé, encore une fois, les maires se débrouiller
tout seul. Et par contre, quand vous avez un maire écologiste qui met en place les ZFE, il a par exemple des dérogations petit rouleur, c'est-à-dire qu'on a une voiture mais qu'on utilise peu de temps dans l'année. Il a des dérogations pour les personnes qui sont en horaire décalé. Ça veut dire que si je fais les 3-8, j'ai une dérogation pour pouvoir utiliser ma voiture. C'est-à-dire qu'on a justement cette conciliation entre l'impératif de qualité de l'air et l'impératif de justice sociale. Et ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que les quartiers qui sont construits à côté des autoroutes, c'est des quartiers populaires. Et donc les gamins qui ont des maladies respiratoires, c'est des gamins des quartiers populaires. Et donc moi, je veux les protéger de deux manières. En protégeant la qualité de l'air et en permettant le droit à la mobilité pour tous. Cyrielle Châtelain, on a appris la disparition d'Olivier Marleix, qui était président du groupe LR, qui avait été président du groupe LR à l'Assemblée nationale, en même temps qu'il était votre homologue, quand vous étiez déjà présidente du groupe écologiste. Comment vous avez réagi à cette annonce ? Ça a été un choc. On l'a appris cet après-midi, alors qu'on était dans l'hémicycle, et il y a comme une vague de tristesse qui s'est emparée de l'hémicycle. Tout le monde était désarçonné complètement, parce que c'était un homme respecté au sein du Parlement, extrêmement respecté. Il avait des convictions fortes, mais il avait une droiture dans l'exercice de la politique. Merci infiniment, Cyrielle Châtelain, d'avoir participé à cette émission.